merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette journée de la concurrence en Polynésie. Donc nous, autorités de la concurrence de Nouvelle-Calédonie, nous faisons partie, en fait nous sommes un nouvel entrant finalement sur ce marché des autorités de concurrence, puisque nous avons été créés il y a 6 mois. Nous sommes entrés en fonction le 2 mars 2018. Alors, on m'a demandé de vous expliquer un petit peu quel était notre rôle, comment on avait été créé, et puis surtout quelles sont les spécificités de la concurrence en Nouvelle-Calédonie. Donc, on va dire que l'exposé tourne autour de ces deux sujets. Alors, s'agissant de notre mise en place, ça a été une longue marche. À la base, on est en 2010, il y a d'importantes manifestations sociales en Nouvelle-Calédonie contre la vie chère parce que voilà, les prix ont augmenté et tous les syndicats se sont ralliés ensemble pour former une intersyndicale vie chère et ont exigé du gouvernement de trouver des solutions pour baisser les prix. Alors, parmi les différentes solutions envisagées, donc il y a eu évidemment la réglementation des prix qui a été la première mesure mise en place, mais aussi une demande d'expertise à l'autorité de la concurrence métropolitaine pour analyser le fonctionnement des marchés de la Nouvelle-Calédonie. Et cette expertise, elle a donné lieu à 2 rapports qui ont été rendus en 2012. Un premier rapport sur les mécanismes d'importation, de transport et de distribution en Nouvelle-Calédonie, et puis un autre sur les structures chargées d'appliquer la concurrence en Nouvelle-Calédonie. Et il faut savoir qu'il y avait une loi sur la concurrence qui avait été votée en 2004, une loi du pays, qui condamnait les ententes et les abus de position dominante sous le contrôle du gouvernement. Et dans ce cadre-là, l'autorité de la concurrence a fait des recommandations pour, d'une part, créer une véritable loi antitrust sur le modèle métropolitain qui vaut plus ou moins à celle que vous avez ici en Polynésie, et d'autre part, proposer 2 possibilités de contrôle au gouvernement, soit une autorité administrative indépendante telle que celle que vous connaissez en Polynésie, soit une autorité ad hoc chargée d'un rôle purement consultatif, et évidemment l'autorité de la concurrence avait conclu que la première solution était la meilleure pour assurer une mise en œuvre plus efficace de ce nouveau droit antitrust. Alors, ce droit antitrust, il a été d'abord mis en œuvre par une loi du pays de 2013 et puis véritablement codifié et institutionnalisé par la loi du pays de 2014 et la création par la loi du pays du 24 avril 2014 de l'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie. Alors 2014 et on est arrivé en réalité en 2018. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé que il a d'abord fallu modifier la loi organique de la Nouvelle-Calédonie sur le statut de la Nouvelle-Calédonie pour créer la possibilité pour le gouvernement de Nouvelle-Calédonie de mettre en place des autorités administratives indépendantes. Et quand ça a été fait à l'Assemblée nationale et au Sénat, compte tenu de ce que vous avez indiqué tout à l'heure sur l'insularité, la proximité politique, les difficultés liées à ce caractère insulaire, des conditions d'incompatibilité ont été mises en place de telle sorte que finalement vous ne pouviez recruter que des métropolitains ou des chômeurs et étudiants de Nouvelle-Calédonie au sein de l'autorité de la concurrence. Alors ils ont eu beaucoup de mal à trouver les deux, et donc ils ont modifié à la suite d'amendements portés par les députés de la Nouvelle-Calédonie et les sénateurs de Nouvelle-Calédonie, la loi organique en 2016, pour assouplir un petit peu ces conditions d'incompatibilité qui restent quand même assez fortes, puisque nous, les membres du collège, nous ne pouvons être, j'allais dire, tout sauf calédonien. On peut être métropolitain dans les services fonctionnaires ou dans une entreprise. On peut être étranger, fonctionnaire, consultant ou dans une entreprise. On peut être en Nouvelle-Calédonie, mais seulement dans un service de l'État.
Et en tout cas, on ne peut pas être émané d'une entreprise dans laquelle l'autorité serait susceptible de contrôler cette même entreprise. Du coup, le choix qui a été fait, ça a été dans un premier temps, en 2017, de recruter exclusivement des métropolitains. Et dans l'administration, la seule chose, c'est que parmi les 4 membres qui avaient été envisagés, il y en avait un qui avait été travaillé chez Engie comme directeur juridique. Et Engie est présente en Nouvelle-Calédonie. Et quand c'était le président, candidat à la présidence, qui venait en réalité du Conseil d'État, mais qui avait quand même travaillé entre 2014 et 2016 chez Engie. Et la loi avait été modifiée pour qu'il y ait un délai de carence de 3 ans entre le moment où vous ayez travaillé dans une entreprise susceptible d'être contrôlée par l'autorité de l'île et le moment où vous puissiez être nommé membre. Donc, conclusion, une partie des élus de la Nouvelle-Calédonie ont fait savoir que la personne ne respectait pas les conditions d'incompatibilité et du coup, le premier collège a été mis de côté. Du coup, un deuxième collège a été proposé en décembre 2017 et donc moi, maintenant, j'en suis la présidente. Je me présente rapidement. Je suis... alors en fait, j'étais fonctionnaire, enfin je suis toujours fonctionnaire. J'ai d'abord travaillé comme contractuelle à l'autorité de la concurrence à Paris comme rapporteur pendant 6 ans et ensuite j'ai passé le concours de l'Assemblée nationale et j'étais administratrice à l'Assemblée nationale pendant 10 ans. 6 ans à la commission des finances et 4 ans à la commission des lois, chargée de tout ce qui était droit public, autorité administrative, etc. Nos autres membres sont un magistrat judiciaire installé en Nouvelle-Calédonie depuis 30 ans, mais néanmoins un magistrat judiciaire donc de l'État, un professeur d'université détaché à l'Université de Nouvelle-Calédonie et un expert britannique, donc pas français, spécialiste de la protection des consommateurs et de l'accès au réseau pour l'ONU, la Commission européenne, etc. Donc voilà un peu notre mode de constitution et les difficultés à passer toutes ces étapes pour créer cette autorité qui est entrée donc en fonction le 2 mars. Alors très rapidement, cette autorité elle a pour objet de faire valoir les bienfaits de la concurrence en Nouvelle-Calédonie. Donc on en a parlé depuis 2 heures, je vais aller très très vite sur le fait que la concurrence c'est censé améliorer la qualité des produits en favorisant la compétition et l'innovation des entreprises, améliorer la stratégie de différenciation par les prix, permettre donc à certains consommateurs qui n'avaient pas accès au marché d'y accéder parce que les prix sont moins chers, ou permettre aussi l'arrivée de nouveaux entrants pour développer une activité. Et à la fin, c'est censé favoriser l'emploi et la croissance économique. La particularité de la Nouvelle-Calédonie, c'est que l'écart entre le panier métropolitain ou calédonien en Nouvelle-Calédonie est le même en métropole, il est de 33-34% et ça n'a pas changé depuis 2010. C'est-à-dire c'était 34% en 2010, 33% aujourd'hui. Et par contre, si on se réserve simplement sur le panier alimentaire, les prix ont largement augmenté puisque la différence est passée de 89 à 108% sur la même période. Donc il y a une forte attente en Nouvelle-Calédonie que l'autorité de la concurrence permette de lutter contre la vie chère. Et pour ça, il faut stimuler la concurrence. Alors, nos missions sont exactement les mêmes, à peu de choses près qu'ici. Donc je vais passer très vite sur la mission consultative, on en a déjà parlé. La différence avec la Polynésie, c'est que nous, on peut être saisi pour avis par à peu près tout le monde, sauf les entreprises. C'est-à-dire par toutes les institutions, le CESE, les fédérations professionnelles, les syndicats professionnels, les associations de consommateurs, on en a 2 en Nouvelle-Calédonie, le comité de l'Observatoire des prix et des marges. On peut aussi se saisir d'office comme l'APC et ils peuvent nous saisir sur toute question de concurrence. Et la saisine est obligatoire dans certains cas pour le gouvernement et facultative pour tout le reste. Donc ensuite, on a une mission préventive d'autorisation des opérations de concentration et de surface commerciale. La différence avec la Polynésie, c'est la question des seuils. Nous, les seuils sont très bas par rapport à la Polynésie. On contrôle toutes les concentrations quand il y a au moins 2 entreprises qui font plus de 600 millions de francs de chiffre d'affaires à L2. Et on contrôle toutes les créations, extensions ou changements d'enseigne des surfaces commerciales de plus de 350 mètres carrés. Notre mission répressive, donc, elle est la même pour une partie de celle de l'APC, c'est la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, donc entente, abus de position dominante,
Nous, on sanctionne encore les droits exclusifs d'importation, les abus de dépendance économique et puis des prix abusivement bas. Et on est également compétent, et ça c'est vraiment une très grande particularité de l'autorité de Calédonie, sur les pratiques commerciales restrictives. Donc là c'est tous les rapports entre fournisseurs-distributeurs, le respect des délais de paiement, le respect de la facturation, les déséquilibres dans les relations commerciales, qui ici, je suppose, doivent être de la compétence de la DGAE, qui en France est de la compétence de la DGCCRF, et qui chez nous est de la compétence de l'autorité. Alors la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de procédure pour le faire, donc on est en train de faire modifier le code de commerce local pour qu'on puisse avoir une procédure et donc imposer des sanctions administratives quand ces pratiques sont mises en œuvre et qu'elles viennent vers nous. Alors maintenant, on va plutôt passer aux spécificités de la concurrence en Nouvelle-Calédonie. La première chose, c'est que c'est une économie qui reste encore assez administrée. Le principe, c'est la liberté des prix en Nouvelle-Calédonie, mais il se trouve que sur un certain nombre de produits ou de services, les prix sont réglementés et cette spécificité a pris de l'ampleur cette année dans le cadre de la mise en œuvre de la TGC. Donc le passage à la TVA en Nouvelle-Calédonie. Comme il y avait un risque inflationniste, le gouvernement s'est demandé si pour éviter ce risque inflationniste, il ne valait pas mieux réglementer les prix ou les marges. Alors, l'article LP 411.2 du Code de commerce en Nouvelle-Calédonie donne au gouvernement la possibilité d'encadrer les prix ou les marges de diverses manières. Il peut fixer le prix, il peut créer des fourchettes de prix, il peut fixer des taux de marge, il peut fixer des fourchettes de taux de marge, il peut mettre en place un système qu'on appelle la liberté surveillée, c'est-à-dire que les entreprises font le prix qu'elles veulent, mais elles doivent le transmettre systématiquement à la direction des affaires économiques. Et si le gouvernement n'est pas d'accord, elle peut lui demander de modifier ses prix. Et puis ils ont un système de liberté contrôlée qui est en fait la possibilité pour l'entreprise de fixer ses prix à la baisse, mais par contre elle ne peut pas les augmenter sans l'aval de la DAE, enfin du gouvernement. Alors il y a des tas d'exemples. On est passé, vous le verrez après, d'une trentaine de produits réglementés à 450 produits jusqu'à hier, et depuis hier à plusieurs familles de produits. Parce que dans le cadre de la TGC, la réglementation des prix et des marges a été renforcée pendant une période de 12 mois simplement. Pour ce cas particulier, pendant 12 mois, il est prévu que toutes les entreprises de Nouvelle-Calédonie, quel que soit le secteur, voient leur marge en valeur plafonnée. C'est-à-dire que la marge que vous faisiez hier, en valeur, sera la même pendant toute l'année jusqu'au 1er octobre 2019. Donc, vous achetiez 100, vous vendiez 130, vous faisiez 30 de marge. Demain, grâce à la TGC, vous achetez 90 parce qu'il y a moins de taxes, bah vous ne pouvez faire que 30 de marge. Donc 120 maximum. Pour un certain secteur, donc l'alimentaire, l'hygiène et l'entretien, et puis voilà, ces trois secteurs-là en particulier, le gouvernement est allé plus loin, il a dit la marge en valeur ça ne va pas suffire, comme ce type de produit est susceptible d'augmenter, on vous impose des taux de marge maximum à respecter pendant 12 mois. Donc au stade de la distribution, au stade de la distribution en gros, et du détail. On y reviendra parce qu'on a rendu évidemment des avis sur le sujet. Et puis, en plus de tout ça, il est prévu des sanctions pénales et administratives si jamais vous ne respectez pas la marge en valeur ou les marges en taux qui sont fixées par le gouvernement et qui ont été confiées, dont la mise en œuvre a été confiée à la direction des affaires économiques. Alors, outre ce cadrage sur la réglementation des prix et des marges, l'autre particularité de du caractère administré de l'économie, c'est que, par exemple, il y a encore un monopole légal des postes et télécommunications en Nouvelle-Calédonie qui n'existe plus en Polynésie. Alors, autre particularité de la Nouvelle-Calédonie, c'est que la production locale est protégée de la concurrence dite internationale, c'est-à-dire en fait des produits importés. Alors, on a une réglementation qui s'appelle la réglementation sur les protections de marché,
qui prévoit la possibilité soit de mettre en place des barrières quantitatives, donc des stops, ça veut dire une interdiction d'importer, ou des quotas, ça veut dire le droit d'importer mais certains tonnages, sur tout un tas de tarifs douaniers. Et puis, il existe aussi une autre possibilité qui sont les barrières tarifaires. Donc, on en parlait tout à l'heure, donc ce qu'on appelle chez nous la TCPPL. Alors, c'est la taxe, on ne rappelle plus, sur la consommation et la production locale et de la protection locale, quelque chose comme ça. Et puis la TSPA, c'est la taxe qui s'applique sur les produits agricoles et les produits alimentaires, pardon. Qui soient produits ou pas en Nouvelle-Calédonie. Globalement, selon une étude de la CCI de 2014 qui a été reprise par la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie, il y aurait 22% à peu près des produits industriels de la Nouvelle-Calédonie qui seraient sous protection de marché en 2014. Donc en fait, ça a dû augmenter depuis. Au-delà de cette réglementation sur les protections de marché, l'industrie locale a un traitement privilégié concernant la TGC, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, le taux de TGC sur les produits fabriqués ou transformés localement est de 3%, alors qu'elle est de 11 ou 22% pour les produits importés concurrents. Par ailleurs, ils ont introduit la semaine dernière le fait que si vous êtes un distributeur, donc dans les relations B2B, et que vous avez le choix entre un produit local et un produit importé, si vous choisissez le produit importé, vous ne pourrez pas déduire la TGC. Du coup, ça renchérit forcément le coût du produit importé pour favoriser l'achat des produits locaux. Et enfin, les produits locaux sont exonérés pour le coup de l'encadrement des marges en valeur ou en taux pendant 12 mois. Enfin, ils bénéficient de divers avantages fiscaux antérieurs à la mise en place de la TGC, puisqu'ils ont droit à la défiscalisation locale et nationale, et puis qu'ils ont un abattement de 15% sur les tarifs professionnels de l'électricité, qui sont déjà beaucoup plus bas que ceux qui s'appliquent aux consommateurs. Donc, dans ce cadre-là, l'objectif du gouvernement, c'est de favoriser la politique industrielle de la Nouvelle-Calédonie. Et vous voyez bien que ça rentre forcément en contradiction avec la politique de la concurrence. Donc l'autorité de la concurrence s'est autosaisie sur le sujet et a son instruction en cours relative à la réglementation des protections de marché. D'autant plus que le gouvernement a indiqué que dans le cadre de la TGC, tout ça ne suffisait pas et qu'il fallait la renforcer. Donc on va être amené à rendre un avis sur le sujet d'ici novembre. Et dans ce cadre-là, on a fait une consultation publique aussi pour savoir ce que les uns et les autres en pensaient. Alors, je continue sur les spécificités de la concurrence et après, je vous expliquerai quel a été le rôle de l'autorité. Dernière spécificité, c'est qu'on a une économie encore très concentrée autour de grandes familles locales. Alors, il y a un schéma qui a été fait en Nouvelle-Calédonie qui montre qu'en gros, vous avez 10 groupes qui détiennent 80% de l'économie. Ce schéma, vous pouvez le retrouver dans un livre qui a été... que j'ai avec moi et que dont je pourrais vous donner les références. C'est un schéma qui a été fait en 2015, mais tout ça n'a pas beaucoup changé. Donc, je reviens sur la remarque de tout à l'heure sur la proximité politique et la difficulté liée à l'insularité géographique. Et vous voyez bien que l'autorité de la concurrence, dans ce périmètre-là, a une action à faire valoir. Alors, on a rendu des premiers avis et on a constaté des premiers dysfonctionnements. Alors, d'abord, on a vu des effets, on a remarqué que la réglementation des prix aux démarches pouvait avoir certains effets pervers. On les a expliqués dans notre avis sur la loi sur la TGC, puisque le gouvernement proposait de renforcer cette réglementation des prix et des marges pendant 18 mois au départ. On a finalement réussi à le faire ramener à 12 mois. Nous, on avait proposé 6 mois renouvelables une fois. Concrètement, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'entre 2010 et 2016, il y avait eu de plus en plus de réglementation des prix ou des marges et qu'on est passé, donc, je vous l'ai dit, d'une trentaine de produits à peu près 450 familles de produits réglementés. Et malheureusement, dans cette période-là, ce qu'on a constaté, c'est que sur ces produits, certes, il n'y avait pas eu d'inflation, mais en revanche, sur d'autres produits, il y a eu un report de marge, évidemment, par les entreprises,
Et la conclusion de tout ça, c'est que par exemple, sur l'alimentaire, sur la période 2010-2016, il y a eu une inflation d'à peu près 14%. Sur les fruits, il y a eu une inflation de 45%. Donc, sur certains produits non réglementés, il y a eu une inflation encore plus importante. Alors à chaque fois, on a par contre constaté que dans les secteurs pour lesquels les produits n'étaient pas réglementés et la concurrence existait, donc l'ameublement, la hi-fi, la vidéo, l'informatique, etc., les prix, eux, avaient baissé. Donc on a constaté auprès du gouvernement qu'on était très sceptique sur l'effectivité de la réglementation des prix pour faire baisser finalement l'ensemble des prix de la Nouvelle-Calédonie. Et on a expliqué la problématique de la réglementation, c'est que si vous fixez un prix plafond ou une marge plafond, ben, il y a un effet taquet, c'est-à-dire que les entreprises ont tout intérêt à se mettre au plafond puisqu'elles ont le droit de le faire. On a expliqué que ça avait aussi un effet inflationniste parce que le problème, c'est qu'ils ont prévu de réglementer les prix, mais pas au stade de la production. Donc si le prix de la production, en particulier de la production locale, augmente, derrière le système de marge réglementée conduit forcément à une augmentation des prix qui, in fine, pèse sur le consommateur. On a expliqué aussi que la réglementation des prix sur certains produits et pas sur d'autres pouvait entraîner des effets de contournement. Donc par exemple, si vous fixez le prix de la boîte de 10 tortillons anti-moustiques, mais que vous ne fixez pas la même chose pour la boîte de tortillons de 5 ou de 15, eh ben, il n'y aura plus de boîtes à 10, et puis il n'y aura que des boîtes de 5 et des boîtes de 15, et là-dessus, les entreprises continueront à faire des marges, et feront des marges encore plus importantes que s'il n'y avait pas eu de réglementation des prix pour se rattraper par rapport à la contrainte qui pèse sur les produits réglementés. On a aussi eu l'exemple d'effet de dégradation. Donc, je vous parlais du riz tout à l'heure. Le riz est un produit réglementé pour lequel le prix est fixé par le gouvernement, pour le prix Sun White et le prix Jasmin, du riz Jasmin. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement a baissé le prix du riz Jasmin et la conclusion, c'est que le transformateur local qui était soumis à ce prix a modifié la qualité du riz de base qu'il importait, c'est le riz cargo, donc du riz noir ensuite qui est transformé, c'est-à-dire qu'en fait on enlève la petite carapace autour du riz, puis on lave le riz, puis on le met dans un sachet, puis on dit que c'est du riz local. Et la conclusion de tout ça, c'est qu'il est passé d'une catégorie A à une catégorie B, en expliquant que sinon il ne pouvait pas maintenir ses marges. Donc, effet de dégradation. Alors, on nous dit que c'est pas grave parce que ça n'impacte pas le consommateur, c'est simplement qu'il y a davantage de brisure de riz que dans une catégorie A. Et pour le même transformateur, c'est pas très grave parce que la brisure de riz, il arrive à la recycler parce qu'il fait aussi des produits pour l'alimentation d'animaux. Donc, il n'empêche que nous, on a considéré que cet effet de dégradation était un des effets pervers de la réglementation et que si ça se fait sur le riz, ça doit se faire aussi sur un certain nombre d'autres produits. Et puis il y a des effets d'éviction qui sont liés à la réglementation des prix parce que quand certains produits sont réglementés, soit les distributeurs ne les achètent plus, donc on ne les trouve plus, soit les distributeurs peuvent être amenés de toute façon à privilégier d'autres produits que ceux qui sont réglementés, même si ce n'est pas des produits substituables. Et c'est des effets qu'on avait déjà constatés entre 2010 et 2016, donc on leur a expliqué qu'il y avait quand même des risques importants. Dans ce cadre-là, on a quand même constaté aussi qu'il y avait un risque inflationniste lié à la TGC, et que pour lutter contre ce risque inflationniste, ce qui nous paraissait pertinent, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'imposer le désarmement complet des taxes et donc la répercussion dans les prix par les entreprises, mais pas de les empêcher de faire plus ou moins de marge. Parce que si on fixe des taux plafonds et qu'on n'a pas le droit d'augmenter sa marge en valeur, j'ai aucun intérêt à aller mieux négocier mon prix de revient, puisque de toute façon, je ne ferai pas plus de marge en valeur. Donc, on était défavorable à cette proposition. Néanmoins, on n'a pas été suivi. Le gouvernement considérant que le risque était trop important et que ce qu'il fallait, c'était réellement contraindre les prix.
Donc, on avait aussi proposé, du coup, que s'ils mettaient en place une réglementation de ce type-là, il fallait prévoir un système d'affichage avant, après la TGC pour que les gens sachent quel était le prix avant, après. On avait proposé à ce qu'il y ait un simulateur de construction de prix qui soit mis en place pour les entreprises pour qu'elles sachent comment désarmer totalement les taxes et comment rebasculer leur marge en valeur. On avait proposé aussi qu'il y ait un guide d'achat auprès du consommateur pour l'aider à comprendre le passage à la TVA dans ce cadre de prix réglementé. Bon, on va voir ce qu'il en est de ce point de vue-là. On avait aussi proposé qu'il y ait une revue régulière. Donc là, pour le coup, ils ont accepté. Et donc, il y aura une revue trimestrielle de l'efficacité de la réglementation qui est mise en place, quitte à modifier les arrêtés pris par le gouvernement sur le sujet. Et on avait demandé à ce que le timing soit réduit de 18 mois à 6 mois, éventuellement renouvelable une fois, et ça a été fait. Autre dysfonctionnement constaté, c'est les effets pervers des protections de marché. Donc on comprend très bien qu'on puisse avoir une logique industrielle et qu'il faille protéger les industries locales. Mais on a aussi constaté sur le cas du prix du riz ou dans le cadre de l'analyse qu'on a faite sur les fruits et légumes un certain nombre de dysfonctionnements. On est en train de voir, et l'instruction est en cours pour savoir si c'est généralisé ou pas, mais les effets qu'on a constatés, c'est que par exemple, la protection de marché, elle renforce l'effet isolationniste de la Nouvelle-Calédonie, qui est déjà une île, qui est déjà difficile d'accès, parce qu'il y a des coûts de transport importants, des coûts de fret importants, et que si on rajoute là-dessus des protections de marché, nécessairement, ça fait moins de produits concurrents qui arrivent. Mais enfin, de toute façon, comme c'est le but, la seule chose qu'on dit, c'est que sur le plan de la concurrence, ça pose une difficulté. Ça a un effet inflationniste aussi parce que, alors en fait, on a quand même... il faut voir que ça se lie avec la réglementation des prix. C'est-à-dire que comme votre prix peut être plafonné en taux de marge, en fait, vous avez intérêt à vendre cher. Parce que de toute façon, votre rentabilité, votre marge, elle sera plus élevée si, à la base, le produit est vendu cher. Donc, dans une économie de ce type-là, la difficulté de la marge en taux, c'est que, couplé à une protection de marché, vous êtes non soumis à la concurrence internationale, mais en plus, vous n'avez pas du tout d'incitation à faire des prix bas, parce que le distributeur derrière, il n'aura pas du tout envie de vendre vos produits, parce que de toute façon, son taux de marge sur le produit sera limité. Donc, c'est compliqué. Autre problématique liée aux protections de marché, c'est qu'évidemment, ça peut créer des rentes de situation pour l'entreprise qui est la seule à produire localement. Et comme pas de concurrence internationale et pas nécessairement de concurrence au niveau local, vous avez des monopoles locaux qui existent. Et la conclusion, c'est que vous n'êtes pas incité à améliorer la qualité de vos produits et puis vous n'êtes pas non plus incité à baisser les prix puisque de toute façon, il y a vos produits qui sont distribués. Donc ça désincite aussi à la compétitivité et à l'amélioration de la qualité. Et puis ça peut aussi limiter les capacités des entreprises calédoniennes à l'export parce que si on n'améliore pas sa compétitivité coût ou sa compétitivité prix en interne, on est forcément moins compétitif à l'extérieur. Alors, il faut quand même préciser que ces protections de marché, elles concernent, on vous l'a dit tout à l'heure, 20 à 30% des produits produits localement, donc ça reste relativement limité. Néanmoins, ça répond à une logique qui est celle de la politique industrielle et qui doit donner lieu à des contreparties. Ça peut être des contreparties en termes d'emploi, ça peut être des contreparties en termes d'investissement, ça peut être des contreparties en termes d'amélioration de la qualité. Nous, autorités de la concurrence, on est tout à fait d'accord pour accepter qu'il y a un objectif d'intérêt général qui s'impose davantage à l'objectif de concurrence, mais dans ces cas-là, il faut pouvoir avoir des contreparties. Et alors la difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'évaluation. Il n'y a pas d'évaluation régulière des barrières quantitatives qui ont été fixées depuis 30 ans. Il n'y a pas d'évaluation non plus des modalités de fixation et de répartition des quotas. Donc nous, on l'a vu par exemple dans le cadre du prix du riz. Quand on voit que c'est le même quota depuis 30 ans alors que la population a augmenté de 40%, on peut quand même s'interroger. On voit que le producteur local a vendu plus 25% par rapport à il y a 30 ans, mais
la demande n'est pas satisfaite. Et si la demande n'est pas satisfaite, et même si le prix est réglementé, parce que là le prix est réglementé, sinon il aurait augmenté, et ben qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un transfert de consommation sur d'autres types de produits. Et du coup, les Calédoniens mangent moins de riz, mangent davantage de pâtes, etc., etc. Donc, ce n'est pas forcément bon non plus pour le producteur local, finalement. Dans la modalité de répartition des quotas, dans ce cadre-là, le cas du riz, on a vu que le producteur local a d'autres activités, puisque c'est un groupe congloméral, hein, qui était dans notre schéma de tout à l'heure, et que, par exemple, sa filiale de distribution de produits de médicaments ou sa filiale de distribution de produits alimentaires pour animaux avait le droit d'accéder au quota de riz. Donc, nous, on a considéré que ça, c'était un mécanisme d'assèchement du droit à la quantité de quotas, puisque la même entreprise, le même groupe d'entreprises qui est protégé par ce quota a lui-même la possibilité d'importer des produits concurrents, et la conclusion, c'est que ces distributeurs qui sont concurrents, eux, bah, ils ont moins la possibilité d'importer des produits concurrents. Donc, on a proposé au gouvernement sur le riz en particulier, il y a une stratégie de développement d'une production de rizières en Nouvelle-Calédonie qui est mise en place, et évidemment, s'il n'y a pas de transformateur local, ça ne sert à rien d'avoir une stratégie de développement de rizières. Donc, on a dit, vous pouvez conserver votre système de protection de marché, mais il faut l'adapter à la demande. La demande, c'est plus 40% de population depuis que le quota a été introduit, donc on vous invite à augmenter ce quota d'autant. Et puis, il y a un certain nombre de riz qui ne sont pas concurrents du riz transformé localement, parce qu'il est de meilleure qualité, parce qu'ils ont un prix différent, le riz rouge, le riz basmati, le riz bio, le riz tout ce que vous voulez. Donc, ceux-là, vous devriez les sortir du quota pour que les uns et les autres puissent les importer librement. Bon, pour l'instant, c'est en cours de réflexion. On verra si, dans le cadre du programme annuel d'importation, le gouvernement y donne suite ou pas. Ce qui n'est pas non plus évalué, c'est l'impact inflationniste ou pas d'une transformation d'une barrière quantitative par une barrière tarifaire. C'est-à-dire, on transforme un quota par un droit de douane ou par de la TCPPL. Ça permet aux produits d'arriver, ça élargit le choix du consommateur, mais ça peut renforcer évidemment le prix, puisque simplement, nous, ce qu'on pense, c'est que s'il y a plus de volume et si les distributeurs sont puissants, ils pourraient tout à fait absorber une partie de ces droits de douane sans les répercuter forcément sur le consommateur. Et pour ça, il faudrait pouvoir l'évaluer produit par produit ou catégorie de produit par catégorie de produit, c'est pas fait. Et alors enfin, pour le moment, il n'y a pas de contrepartie obligatoire accordée, enfin imposée aux entreprises locales qui bénéficient de ces protections. Donc nous, ça nous interroge sur la pertinence de ce type de protection, parce qu'il y a forcément une opposition entre concurrence et production locale. Elle peut être justifiée, mais il faut pouvoir le démontrer. Alors les autres dysfonctionnements qu'on a pu voir sont plutôt sectoriels, parce qu'on a eu quelques avis à rendre dans divers secteurs. On a d'abord analysé le secteur agricole, et en particulier la filière fruits et légumes, où là on a constaté des dysfonctionnements structurels liés au fait que sur 2500 producteurs, en gros il y en a moins de 20 qui font 50% de la production, et tous les autres qui font très très peu de production. Donc entre les producteurs, il y a un déséquilibre. Et puis de l'autre côté, les grossistes sont très organisés, sont peu nombreux, ils sont 9 plus 2 centrales d'achat, et eux, ils ont un très fort pouvoir de marché. Et évidemment, sur les fruits et légumes, il y a des quotas et des protections de marché. Et donc, on a regardé catégorie de produits par catégorie de produits, celles qui mériteraient éventuellement d'être levées définitivement, c'est-à-dire supprimer les quotas sur les fruits et légumes, parce que la difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'approvisionnement, les prix sont chers et la qualité n'est pas au rendez-vous. Donc, on a fait des propositions pour réévaluer certains quotas pour qu'ils soient totalement supprimés. Et pour ceux qui correspondent à de la production locale, on a invité les producteurs à créer un calendrier annuel de production pour que dans les périodes de saison chaude chez nous, qui sont des périodes entre, on va dire, décembre et avril,
La production locale de fruits et légumes est très insuffisante, donc il est obligatoire d'importer. Sauf qu'actuellement, les quotas sont fixés tous les mois, voire tous les 15 jours, par un comité organisé par la puissance publique qui réunit les 6 plus gros producteurs et les 6 plus gros grossistes, avec des échanges d'informations qui nous paraissent, nous, poser des difficultés. Donc on a évidemment invité le gouvernement à faire les choses autrement, et là, pour le coup, on a eu un bon écho. Moi, j'ai été présenter l'avis à la profession dans le sud, et puis je vais certainement y aller dans le nord la semaine prochaine pour que les uns et les autres puissent faire part de leurs remarques, mais on espère bien que les choses évoluent de ce point de vue-là.